Durant l'été 1982, l'équipe nationale italienne, les Azzurri, a fait vibrer les supporters du monde entier, écrivant un véritable conte de fées en Espagne. Après des débuts hésitants, marqués par 3 matchs nuls et de nombreuses critiques de la part des médias italiens, les Italiens ont su rebondir avec force, triomphant des plus grandes puissances. Le Brésil de Zico, l'Argentine de Maradona et l'Allemagne de l'Ouest de Rummenigge. Grâce à une génération de joueurs talentueux alliant la fameuse défense du Catenaccio à des contre-attaques fulgurantes, ils ont non seulement offert à l'Italie sa 3e Coupe d'Or, mais sont aussi entrés dans la mémoire de toute une génération de passionnés de football. L'image du président Sandro Pertini, debout dans les tribunes, acclamant son équipe, est devenue un symbole de fierté nationale. Mais derrière ces moments de gloire au Bernabéu cette année-là se cachaient des personnes au destin bien différent. Plus de 40 ans ont passé et le temps a laissé des traces indélébiles sur leur vie. Certains sont devenus des entraîneurs de renom, d'autres ont choisi une existence paisible, un verre de vin à la main, et d'autres encore ont vu leur parcours s'interrompre brutalement dans une tragédie déchirante. Revenons sur les hauts et les bas de ces témoins de l'histoire, ces personnalités qui incarnaient l'âme de la génération dorée italienne de 1982. Paolo Rossi. Symbole d'une renaissance extraordinaire, l'homme passé de l'anonymat à la gloire, qui a stupéfié le monde. Attaquant de 25 ans, au début de la Coupe du Monde 1982, Rossi subissait une pression énorme après avoir purgé une suspension de 2 ans pour un scandale de match truqué. Les jambes lourdes de doute, le regard du public sceptique. Son instinct de buteur se réveilla avec force, tel un ressort comprimé. Doté d'un flair inné pour le but, Rossi explosa avec un triplé retentissant contre le Brésil, puis marqua le premier but de la finale, se transformant du statut de paria en celui de légende, le Pablito. Il ne se battait pas avec sa force physique, mais avec sa ruse, son intelligence de jeu et sa précision chirurgicale dans la frappe du ballon. Après une brillante carrière en Espagne, Rossi a continué à connaître le succès à la Juventus, remportant 2 titres de Serie A et la prestigieuse Coupe de France. Cependant, des blessures récurrentes aux genoux, conséquence de son style de jeu agressif et de sa silhouette. Longiligne l'ont contraint à prendre une retraite anticipée en 1987. Délaissant le football, Rossi n'a pas opté pour la voie stressante du coaching, mais a recherché la sérénité. Il est devenu entrepreneur dans l'immobilier et l'agriculture et possède un domaine viticole biologique dans la région idyllique de Toscane. Rossi est également un visage familier du petit écran, où il intervient comme commentateur sportif. Son sourire bienveillant et sa voix chaleureuse conquièrent toujours le cœur des téléspectateurs. Ce qui est étrange, c'est le contraste entre le tueur de sang-froid sur le terrain et le gentleman qu'est Rossi dans la vie. Si sur le green, il est une terreur, dans la vie, c'est un homme de famille, humble et toujours prêt à s'investir dans des œuvres caritatives. Il vit loin des scandales, savourant les joies simples avec sa femme et ses enfants. Cependant, ce parcours semé d'embûches a dû s'interrompre brutalement. Le 9 décembre 2020, Paolo Rossi s'est éteint à l'âge de 64 ans des suites d'un cancer du poumon, laissant derrière lui un chagrin immense. Sa disparition a emporté une part de l'âme du football italien, mais le sourire de Pablito demeure immortel. Claudio Gentile était le méchant indispensable de ce conte de fées. À 28 ans, sa mission était de tuer des génies comme Maradona et Zico. Avec son style de jeu en 1 contre 1 époustouflant, impitoyable et rusé, Gentile a parfaitement rempli son rôle. Il est célèbre pour avoir déclaré « Le football n'est pas pour les ballerines ». Gentile incarne le pragmatisme impitoyable au service de ses objectifs. Après sa retraite, Gentile a prouvé qu'il avait non seulement de la force mais aussi de l'intelligence en menant l'équipe italienne des moins de 21 ans à la victoire au championnat d'Europe en 2004. Cependant, sa carrière d'entraîneur a ensuite rencontré de nombreuses difficultés et a été inexplicablement oublié par la fédération, lui laissant beaucoup d'amertume. Contrairement à son image de guerrier sur le terrain, Gentile, né en Libye, avait connu une enfance difficile et menait une vie très introvertie, calme et direct. C'était un homme d'honneur qui abhorrait le mensonge. Aujourd'hui, à 70 ans, Claudio Gentile mène une vie discrète, mais reste profondément engagé dans son travail. Il nous rappelle que parfois, pour que d'autres puissent briller, il faut que certains s'effacent pour accomplir les tâches les plus ardues. Giancarlo Antonioni, le chef d'orchestre le plus talentueux d'Italie 1982, qui tissait chaque fil de la mélodie offensive avec une finesse technique remarquable,
mais qui devint la note de basse douloureuse de cette victoire héroïque. Au milieu de terrain, pourtant le numéro 9, mais jouant comme un véritable numéro 10. Antonioni, à 28 ans, était le cerveau de toutes les phases de construction du jeu, doté d'une vision tactique innée et de passes d'une précision chirurgicale. Cependant, le destin cruel le priva de la finale. Une grave blessure contractée en demi-finale contre la Pologne l'obligeant à déclarer forfait. L'image d'Antonioni, les jambes bandées, regardant en silence ses coéquipiers soulever le trophée, devint un moment poignant, un témoignage du sacrifice dur mais noble du sport. Toute la carrière d'Antonioni fut un hymne à la fidélité. Il consacre sa jeunesse à la Fiorentina, refusant toutes les offres lucratives des géants du Nord pour devenir l'us unico dix, l'unique numéro 10, dans le cœur des Florentins. Après sa retraite, il resta lié à l'équipe pourpre en tant que dirigeant, vivant avec elle tous les hauts et les bas. En dehors du terrain, Antonioni est un homme d'une grande gentillesse, humble et sensible. Il a frôlé la mort lorsque son cœur s'est arrêté sur le terrain en 1981, un événement qui l'a amené à apprécier la vie plus que jamais. Le lien entre son rôle de meneur de jeu sur le terrain et celui de manager serein en dehors témoigne de la constance d'une grande personnalité. Aujourd'hui, à 70 ans, Giancarlo Antonioni vit toujours à Florence, où il est vénéré comme le saint patron de la ville. Bien qu'il n'ait pas disputé la finale cette année-là, il restera à jamais, dans le cœur des supporters, le prince qui n'a jamais perdu son trône du football italien. Marco Tardelli, la flamme la plus passionnée d'Italie, 1982, qui transformait chacun de ses gestes en une affirmation de volonté et de combativité. Milieu de terrain box-to-box. À 27 ans, Tardelli était le moteur infatigable de l'équipe italienne, jouant avec passion, détermination et sans craindre le moindre contact. Le moment mythique où, après avoir marqué le but contre l'Allemagne de l'Ouest en finale, il s'est précipité hors du terrain, hurlant, les larmes aux yeux, les poings serrés, a donné naissance au cri de Tardelli, devenu l'un des symboles immortels du football mondial. Il n'a pas seulement marqué, il a aussi transmis cette ardeur combative à toute l'équipe, devenant l'âme de ce championnat historique. Après sa retraite en 1988, Tardelli s'est essayé au métier d'entraîneur. Il a mené l'Italie à la victoire au championnat d'Europe Espoir, mais a également connu des hauts et des bas à la tête de grands clubs comme l'Inter Milan. Son franc-parler et son tempérament fougueux ont parfois rendu son rôle d'entraîneur principal difficile. Il a ensuite trouvé une voie plus adaptée à ses aspirations en tant que commentateur et manager de football. À la télévision, Tardelli reste aussi incisif et passionné qu'auparavant, n'hésitant pas à exprimer ses opinions tranchées. La vie personnelle de Tardelli est tout aussi riche et passionnée. Il vit actuellement une belle histoire d'amour avec la journaliste Mirta Merlino. Élégant et raffiné au quotidien, Tardelli a su conserver l'ardeur du jeune prodige qu'il était au Bernabéu. Sa carrière, de joueur à commentateur, a toujours été guidée par une passion dévorante. Aujourd'hui, à 69 ans, Marco Tardelli demeure une figure influente des médias italiens. Ses cris ont laissé place à des analyses pertinentes qui continuent d'inspirer les supporters de football sur la valeur du dévouement. Antonio Cabrini, le beau latéral gauche surnommé Bel Antonio, le beau Antonio, était l'idole de millions de jeunes filles à l'époque. Mais ne vous fiez pas aux apparences. À 24 ans, Cabrini était l'un des défenseurs les plus complets au monde. Malgré un penalty manqué en finale, une première en Coupe du Monde, il ne s'est pas effondré et a continué à jouer avec acharnement pour aider son équipe à remporter la victoire. Il incarnait la nouvelle génération de joueurs, talentueux, séduisants et déterminants. Après la Coupe du Monde, Cabrini est resté un pilier de la Juventus durant son âge d'or. Une fois sa retraite sportive terminée, il s'est essayé à de nombreux domaines. Entraîneur de petites équipes, sélectionneur de l'équipe féminine italienne, et même participant à l'émission de télé-réalité L'île des célébrités. Sa carrière en coulisses, riche et variée, reflétait sa personnalité extravertie et audacieuse. Malgré sa réputation de coureur de jupons dans sa jeunesse, Cabrini est aujourd'hui un homme réfléchi et posé. Il intervient régulièrement sur des forums de football pour apporter son expertise. Son parcours nous enseigne une leçon. Les erreurs, comme les pénaltys manqués, ne définissent pas une personne, mais la façon dont on les surmonte. Aujourd'hui, à 66 ans, Antonio Cabrini mène une vie active en tant que consultant footballistique et ambassadeur de marque. Il conserve toute son élégance et incarne à merveille la talentueuse génération dorée du football italien.
Bruno Conti apportait de la touche artistique à l'équipe italienne disciplinée cette année-là. Malgré sa petite taille, à 27 ans, son jeu de jambes magique laissait le monde entier sans voix. Il a tourmenté la défense brésilienne et délivré les passes décisives en finale. Pelé l'a un jour qualifié de plus brésilien des Italiens. Conti ne jouait pas par la force, mais par la technique, transformant le terrain en son propre théâtre. La carrière de Conti est indissociable de sa fidélité absolue à l'AS Roma, figure emblématique du club de la capitale. Il est vénéré par les supporters comme un saint vivant. Après sa retraite en 1991, Conti est resté fidèle à l'équipe, continuant d'y contribuer en tant que directeur technique et responsable de la formation des jeunes. C'est lui qui a découvert et formé des talents tels que Francesco Totti et Daniele De Rossi. La vie de Conti est un modèle de dévouement et de simplicité. Marié à sa compagne d'enfance, il a 2 fils. Eux aussi footballeurs, Conti est un homme drôle et accessible, profondément attaché à sa famille. Sa carrière prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être grand pour être un grand joueur et que la loyauté, c'est la qualité la plus précieuse dans le football. Aujourd'hui, à 68 ans, Bruno Conti travaille toujours activement à l'AS Roma en tant que recruteur et ambassadeur. Il mène une vie épanouie, entouré de l'amour des supporters romains, qui le garderont à jamais dans leur cœur comme Maradzico. Gaetano Scirea est une magnifique exception dans le football mondial. Il évolue au poste de libero, dernier rempart de la défense, mais il a l'allure d'un artiste galant. À 29 ans, il dirige la défense italienne non par des tacles brutaux, mais par son intelligence et une lecture du jeu exceptionnelle. Ce qui fait de lui une légende, c'est sa noblesse. Il n'a jamais reçu de carton rouge durant toute sa carrière de défenseur. Sur le terrain, il est le cerveau, and the whore. C'est un gentleman. Après la Coupe du Monde, Scirea demeura un pilier incontournable de la Juventus, remportant tous les titres du club. Il prit sa retraite en 1988 et devint immédiatement entraîneur adjoint de son ami proche Dino Zoff à la Juventus. Calme, humble et doté d'une profonde compréhension tactique, Scirea était promis à un brillant avenir d'entraîneur. Homme de famille dévoué, il était respecté de tous, coéquipier comme adversaire, pour sa personnalité remarquable. La complicité entre Scirea, sur et en dehors du terrain, était d'une constance exemplaire en matière de bienveillance. Il incarnait le sport à l'état pur, où talent et moralité ne faisaient qu'un. On aurait dit que la vie l'avait voué à devenir la perfection incarnée. Cependant, la tragédie frappa trop tôt. Le 3 septembre 1989, lors d'un déplacement en Pologne pour assister à un match contre un rival sous une pluie battante, la voiture de Gaetano Scirea eut un accident et prit feu. Il mourut à l'âge de 36 ans. Sa disparition fut une douleur inconsolable pour le football italien, mais le nom de Scirea restera à jamais synonyme d'élégance. Lors de la Coupe du Monde 1982, Dino Zoff incarnait à la perfection le courage. À Quarantaines, alors que la plupart de ses coéquipiers avaient pris leur retraite, Zoff restait imperturbable dans les buts. Véritable pilier, il était le guide spirituel de l'équipe, le soutien indéfectible de la défense. Son arrêt miraculeux dans les dernières secondes, juste avant la tête brésilienne, a non seulement assuré la victoire, mais a aussi inscrit dans l'histoire un symbole de concentration et de détermination. L'image du capitaine vieillissant soulevant la Coupe d'Or a démontré avec force que l'âge n'est qu'un chiffre face aux grandes ambitions. Après ce sommet, Zoff joua encore une saison avant de prendre une retraite glorieuse. Son parcours en coulisses fut tout aussi brillant, menant la Juventus et la Lazio à de nombreux titres. Le point culminant fut sans conteste la finale de l'Euro 2000 à la tête de l'Italie, perdue face à la France dans les dernières secondes. Par fierté face aux critiques, il démissionna aussitôt, incarnant ainsi l'essence même de l'homme du Frioul, discret, actif et responsable. La vie privée de Zoff reflétait son style de jeu, discipliné, discrète et fidèle. Il a vécu un mariage stable qui a duré plus d'un demi-siècle, loin du tumulte du monde du spectacle. Zoff était un homme aux valeurs traditionnelles, qui privilégiait l'honneur à la gloire. Aujourd'hui, à 82 ans, Dino Zoff coule des jours paisibles à Rome. Bien qu'il ait quitté les terrains de football de haut niveau, sa voix porte encore. Tel un grand-père sage, il apparaît de temps à autre pour rappeler aux jeunes générations la valeur du travail et de la loyauté. À 29 ans, Gabriele Oriali est le joueur le plus infatigable de l'équipe italienne. Un parfait contrepoint à la nature artistique d'Antonioni. Véritable porteur d'eau! Il court sans relâche, labourant chaque mètre carré pour récupérer le ballon et protéger ses coéquipiers créatifs en attaque. Lors de la finale de la Coupe du Monde,
1982. Oriali, constamment mis à terre par l'adversaire, n'a jamais baissé les bras, verrouillant le milieu de terrain avec une détermination sans faille. Il est aussi l'inspiration de la célèbre chanson Una vita da mediano, un hommage aux héros discrets, ceux qui se sacrifient toujours pour faire briller le collectif. Après avoir raccroché ses crampons, Oriali est devenu un manager de football de premier plan. Il a été le bras droit de grands entraîneurs comme Roberto Mancini et José Mourinho, contribuant grandement au triplé historique de l'Inter Milan en 2010 et à la victoire de l'Italie à l'Euro 2020. Sa carrière en coulisses a été aussi brillante que sa carrière de joueur. Dans la vie, Oriali est un homme de peu de mots, mais de beaucoup d'actions, extrêmement réservé et professionnel. Il fuit les projecteurs, préférant rester dans l'ombre pour observer et soutenir les autres. Son dévouement est une leçon inestimable d'humilité. Aujourd'hui, à 71 ans, Gabriel Oriali travaille toujours activement au sein des staffs techniques de grandes équipes. Il est la preuve vivante qu'il n'est pas nécessaire d'être un buteur, prolifique pour devenir une légende en donnant le meilleur de soi-même avec passion. Fulvio Colovati était un véritable roc aux côtés de Scirea. Lors de la Coupe du Monde, 1982, à 25 ans, avec un physique idéal et un marquage impeccable. Il était un cauchemar pour les attaquants adverses. Colovati jouait avec sang-froid et une discipline de fer. Un défenseur fiable qui a permis à Zoff de préserver sa cage inviolée dans les moments décisifs. Sa carrière en club fut controversée, puisqu'il passa directement de l'AC Milan à l'Inter Milan, son rival historique. Mais son talent était indéniable. Après sa retraite de joueur, Colovati devint un commentateur sportif et analyste de football renommé pour la RAI. Il était apprécié pour son franc-parler, sa franchise et son expertise. Contrairement à son attitude froide sur le terrain, Colovati est bavard, plein d'humour et sait profiter de la vie. Il a une famille heureuse et parle souvent de gastronomie et de voyage. Il a transformé sa férocité en défense en un esprit vif et incisif. Aujourd'hui, à 67 ans, Fulvio Colovati est un visage familier de la télévision italienne. Son parcours, de défenseur central taciturne à expert médiatique éloquent, constitue une transformation intéressante, témoignant de la grande intelligence de cette génération de joueurs. Giuseppe Bergomi fut l'une des révélations du tournoi. À seulement 18 ans, surnommé l'Ozio, oncle, en raison de sa moustache fournie, il fut engagé dans des matchs cruciaux, notamment en finale. Le jeune homme fit perdre la tête à la légende allemande Karl-Heinz Rummenigge. La performance de Bergomi alliait énergie juvénile et sagesse d'un vétéran. Bergomi n'a porté qu'une seule couleur durant toute sa vie, le bleu et noir de l'Inter Milan. Il est devenu un symbole de fidélité et de persévérance, avec un nombre d'apparitions difficiles à battre. Après sa retraite en 1999, il est devenu un commentateur vedette de Sky Italia. Sa voix grave et passionnée a accompagné les plus grands matchs du football mondial pendant 2 décennies. Dans la vie, oncle. Bergomi est un homme d'une extrême douceur, exemplaire et pieux. Il consacre beaucoup de temps à entraîner des équipes de football d'enfants et à participer à des activités communautaires. Son calme et sa gentillesse lui valent le respect de tous les supporters, quelles que soient leurs convictions. Aujourd'hui, à 60 ans, Giuseppe Bergomi demeure l'une des voix les plus respectées du football italien. L'histoire de ce jeune homme de 18 ans reste une source d'inspiration inépuisable pour les jeunes joueurs. Un exemple de maturité et de loyauté absolue. Francesco Ciccio. Graziani incarnait le sacrifice silencieux en attaque. Buteur prolifique à Turin à ses débuts. Lors de la Coupe du Monde, 1982, il décrocha et exploita les ailes pour créer des espaces permettant à Paolo Rossi de briller. À 29 ans, il était le joueur le plus infatigable de l'attaque. Une blessure à l'épaule en début de finale le contraignit à quitter le terrain prématurément. Une immense déception, mais sa contribution au jeu collectif était irremplaçable. Après sa retraite, Graziani a acquis une notoriété bien différente, celle de star de télé-réalité. Il a entraîné une équipe de football amateur dans l'émission Campioni, où sa personnalité fougueuse, drôle, franche et passionnée a conquis le cœur de millions de téléspectateurs. Ses coups de gueule contre ses joueurs sont devenus des mèmes légendaires en Italie. Graziani était un homme jovial, généreux et simple. Il n'a jamais caché ses sentiments. Derrière son apparence rude se cachait un cœur chaleureux, dévoué à ses amis et à sa famille. Aujourd'hui, à 71 ans, Francesco Graziani est toujours un commentateur sportif régulier à la télévision avec son humour caractéristique.
Il était la preuve que le football ne se résume pas à des tactiques arides, mais qu'il est aussi source de joie et de divertissement. Alessandro Altobelli, surnommé Spillo, Aiguille, en raison de sa silhouette fine et affûtée, était le remplaçant de luxe par excellence de l'Italie. En finale, il remplaça Graziani, blessé, et confirma son statut en inscrivant le but de la victoire 3-0, mettant fin aux espoirs allemands. À 26 ans, Altobelli prouva qu'être un héros ne signifie pas forcément être titulaire, mais savoir briller au bon moment. Légende de l'Inter Milan, Altobelli est l'un des plus grands attaquants de l'histoire de la Série A. Après sa retraite, il s'est également essayé au beach soccer et est devenu un commentateur sportif international de renom, collaborant avec de grandes chaînes du Moyen-Orient telles qu'Al Jazeera et beIN Sports. Altobelli est intelligent, perspicace et cosmopolite. Il aime découvrir de nouvelles cultures et se comporte toujours avec élégance. Sa vie après le football est dynamique et variée. Aujourd'hui, à 68 ans, Alessandro Altobelli profitait pleinement de la vie. Son but en finale reste un moment inoubliable, mais c'est sa carrière de commentateur international qui entretient sa passion pour le football au quotidien. Franco Causio, surnommé le Baron, est un symbole de classe et d'expérience. À 33 ans, il n'est plus au sommet de sa forme, mais demeure un leader important dans le vestiaire. Le choix de l'entraîneur Berza de le faire entrer en jeu dans les dernières minutes de la finale était un hommage, touchant à son engagement indéfectible envers le football italien tout au long des années 1970. Légende de la Juventus, Causio est célèbre pour son style de jeu flamboyant et sa technique hors pair. Après sa retraite, il est devenu commentateur et ambassadeur de football. Il a écrit une autobiographie sur les secrets du monde du football, dans un style introspectif. La vie du baron Causio respire la noblesse et la dignité, à la hauteur de son surnom. Il est un gardien des valeurs classiques du football, où la technique et le style priment. Aujourd'hui, à 75 ans, Franco Causio mène une vie paisible et respectée. Il est un trait d'union entre le passé et le présent, un témoin vivant d'une époque où le football se jouait avec passion et ferveur.